excusez-moi, vous constaterez un regret similaire lorsque nous aurons notre rencontre demain avec Jean-Daniel Brech et Dave Grossman, puisque Jean-Daniel viendra carrément avec des rectificatifs. Il s'est aperçu de quelque chose qui marchait mieux. Alors vous voyez comment sont les traducteurs là. Alors, les auteurs peuvent être pareils. Hein. Ça c'est le problème effectivement que lorsqu'on traduit, par exemple ici une trilogie, on traduit des éléments qui peuvent paraître innocents et qui se révèlent dans des volumes ultérieurs avoir plus d'importance et ne pas être exactement ce qu'on avait compris. Alors ça dépend, il y a des fois où l'élément en question, on se doute bien de quelque chose et on interroge l'auteur. J'ai traduit un bouquin qui s'appelle Le baiser du rasoir, et il y avait un petit personnage et il avait un nom, je ne sais plus ce que c'était, Ren je crois. Et Ren c'est roitelé, et roitelé ça ne sonnait pas bien, comme c'est un gamin des villes. Donc j'ai contacté l'auteur, Daniel Polanski, pour lui demander s'il avait prévu quelque chose avec le personnage pour les volumes suivants. Parce que Pinson me semblait mieux, je crois que c'est le nom que je vais choisi, comme Oiseau des villes. En fait, il est tout petit et tout maigre, donc c'est un moineau, bon, je crois que je l'ai appelé Pinson. Et je voulais savoir si par hasard ça n'allait pas être quelqu'un d'important dans les volumes suivants, et ça allait, donc j'ai pu utiliser ce terme-là. Mais j'avoue que les traducteurs, j'ai pas vu venir le mot. Et puis même en voyant ensuite, ça passe bien. Enfin, je veux dire, c'est pas une erreur de traduction, c'est juste que je crois qu'interprète, finalement, ça aurait été un meilleur choix. Mais c'est pas très grave. Si vous l'avez lu dans la version qui est actuellement, ne vous inquiétez pas, ça ne change strictement rien, ça va bien. C'est juste un petit fignolage de dernière minute. Et en termes d'outils, alors donc Anne Leckie a évoqué le logiciel Scrivener dont nous avait déjà hier parlé Paolo Bassigulapi, logiciel largement utilisé maintenant dans le monde anglo-saxon. Il y a même des auteurs d'ailleurs, auteurs partiellement de SF ou de fantasy ou de fantastique, qui ont été parmi les premiers à en faire la publicité entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas payés pour ça. C'est Michael Marshall Smith, qui était un des premiers auteurs à ma connaissance. Voilà, son nom était cité en exergue du logiciel. Il trouvait cet outil formidable. Ça remonte aux premières versions de ce logiciel, qui alors, à l'époque, si je ne m'abuse, n'existait que sur Mac, et maintenant il me semble qu'il existe sur Mac et PC. Et toi, bon, évidemment, c'est un logiciel d'écriture qui sert à modifier entre autres, des blocs entiers de texte et les déplacer, pouvoir les escamoter, voir des solutions intermédiaires, voir si telle scène finalement peut s'en passer ou pas, etc. Mais bon, ça ne fonctionne pas pour la traduction, a priori. Mais quels outils utilisez-vous en termes informatique, bouquins, etc. Essentiellement, j'ai beaucoup de bouquins de référence. Chaque fois que je vais dans une brocante et que je trouve un vieux dictionnaire, hop, je le prends. Mais finalement, au jour le jour, je m'aperçois que je fais le travail avec l'ordinateur. Alors j'ai essayé Scrivener justement parce que je connaissais Michael et qu'il avait vendu, je vais voir. Pour la traduction, ça n'a pas d'intérêt particulier. Et comme les raccourcis ne sont pas les mêmes que dans Word, je suis trop habitué à Word, donc je suis resté dans Word. J'ai déjà assez de problèmes lorsque Word change parfois les espaces ou les trucs comme ça. Et ça leur est arrivé une ou deux fois et c'est très agaçant de prendre de nouvelles habitudes. Enfin, ça. Autrement, ça dépend. C'est-à-dire que contrairement à la légende populaire, il n'y a pas tout sur Internet. Lorsque j'ai traduit un bouquin qui s'appelait Le livre de cendres de Mary Gentle, et Mary Gentle est extrêmement minutieuse sur son vocabulaire médiéval, j'avais besoin vraiment des termes précis, et pour trouver toute la nomenclature des pièces d'une armure, c'est pas toujours évident. Et je m'étais acheté l'encyclopédie médiévale de Viollet-le-Duc. J'avais fait pousser les hauts cris à tout le monde autour de moi, parce que Viollet-le-Duc s'est complètement dépassé. Enfin, il y avait des théories farfelues qui ont été complètement décrédibilisées. Et je me fous de ces théories, parce qu'il y a des gravures, il y a des légendes, il y a tous les termes que j'avais. Lorsque il fallait se mettre un casque, et que ça n'était pas un homme, c'était une salade, et qu'il ne fallait pas confondre avec une autre, Viollet-le-Duc était là, et ça me permettait de l'avoir. Et ça, j'ai pas trouvé les nuances sur Internet. Peut-être que depuis, il y a des sites spécialisés qui se sont mis, mais pour certains vocabulaires spécialisés, la marine de la voile aussi, il y avait eu des petites encyclopédies chasse-marée, où il y avait les termes de marine,
Et c'était très bien. Et je me souviens d'un bouquin qui se passe, c'est un bouquin de Colin Greenland qui s'appelle Pas les chemins de l'espace, une espèce de steampunk très sympathique, où on se déplace dans l'espace, dans les terres, bien sûr, entre les planètes du système solaire, avec des navires à voile. Et à un moment, alors je suivais bien ces indications, et je dis, c'est quand même curieux, parce que là, il saute, j'avoue que maintenant j'ai un peu oublié la différence, de tel verre, et il tombe sur le mât de misaine. Mais c'est la misaine, c'est le problème de la misaine, qui n'est pas la même en français et en anglais. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Colin m'a répondu en disant, ah mais moi je sais pas, je prends les mots parce qu'ils font joli, et puis c'est tout. Donc... Il n'avait pas travaillé sa doc. Ah non, pas du tout, oh là là. J'ai eu aussi un bouquin où tout le monde sortait de la maison et traversait tantôt le champ de seigle, tantôt le champ de blé. Et ça m'étonnait un peu parce qu'ils sortaient toujours du même endroit. Et alors, je sais pas, j'imaginais un champ qui était moitié seigle, moitié blé, mais enfin c'est curieux. Donc j'ai fini par demander à l'auteur et il m'a dit, ah bon, il y a une différence. Bon, donc il y a des moments où le traducteur est obligé d'être plus précis que l'auteur, parce que l'auteur, ça passe bien, ça passe même à la lecture. Il y a peu de lecteurs qui remarquent ce genre de détails, parce que forcément, c'était pas une phrase après l'autre, le blé et le seigle. Le traducteur est sans doute une des personnes qui a à part certains fans forcenés, mais c'est sans doute une des personnes qui a le plus lu le bouquin, à part l'auteur. Parce qu'on repasse 5 ou 6 fois dessus. Donc on finit par noter des détails qui passent complètement inaperçus à la lecture, mais qu'il faut résoudre en français. Et donc voilà, on a parfois des surprises entre le seigle et le blé.